Relativité restreinte. Le paradoxe des jumeaux. Bonjour, nous allons vous parler de relativité restreinte. Il reste un petit point à éclaircir, et c'est le paradoxe des jumeaux proposé par Paul Langevin au Congrès de Bologne en 1911, et pas vraiment résolu. Ce paradoxe raconte qu'à l'âge de 20 ans, des jumeaux se séparent, l'un des deux, par faire un voyage interstellaire dans une fusée se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière. L'autre reste sur Terre. La vitesse de la fusée par rapport à celle de la lumière est telle que la dilatation du temps vu depuis la Terre fait qu'1 seconde pour la fusée dure 2 secondes sur Terre. Au bout de 20 ans, les terriens voient la fusée opérer un demi-tour et revenir à la même vitesse pour arriver 20 ans plus tard. Le voyage a duré 40 ans. Le jumeau resté sur Terre à 60 ans, il accueille son frère voyageur, qui lui n'a voyagé que pendant 20 ans du fait de la dilatation du temps qui a été observée. Le paradoxe réside dans le fait que selon le principe de relativité du mouvement de Galilée, on peut dire également que le voyageur est resté immobile dans son propre référentiel pendant qu'il voyait la Terre s'éloigner à grande vitesse avec un temps dilaté et qui revenait après 40 ans de son temps local et qu'il avait vu vieillir de 20 ans seulement. Vu sous cet angle, le voyageur a 60 ans et son frère resté sur Terre à 40 ans. Qui a raison et qui a tort? On aurait pu en rester là, mais un petit malin a fait remarquer que chacun des jumeaux a vécu 40 ans dans son propre temps local de son propre repère, et qu'ils ont donc, tous les deux, 60 ans. Après plusieurs débats, il en est ressorti que l'opinion la plus partagée est celle du voyageur qui a le moins vieilli. L'argument donné s'appuie sur le fait que c'est lui qui a subi des accélérations positives pour atteindre une très grande vitesse et négatives pour s'arrêter. Et de même pour revenir. En fait, la question portait sur les référentiels inertiels de la relativité restreinte. En ligne droite et sans accélération. C'est fin 1915 que l'on pourra parler de l'influence de la gravitation et des accélérations sur l'écoulement du temps. Les phases d'accélération sont à négliger. Si on s'intéresse uniquement à la partie inertielle, le temps s'y écoule de la même façon que sur la Terre. Nous en voulons pour preuve ce qu'Albert Einstein a écrit dans son article fondateur de la relativité restreinte intitulé « De l'électrodynamique des corps en mouvement » au paragraphe 2, sur la relativité des longueurs et des temps, de son premier chapitre, Partie cinématique. Dans son introduction, Einstein a posé les deux postulats fondamentaux, la relativité du mouvement appliquée aux phénomènes électromagnétiques tels que l'induction, et la constante absolue de la vitesse de la lumière, donc des ondes électromagnétiques dont elle fait partie. Si vous avez l'occasion de lire cet article, vous remarquerez qu'il fait dès son introduction deux critiques importantes concernant ces deux postulats. Ensuite, il définit la notion de simultanéité en associant un temps local à chaque événement. Temps obtenu en utilisant des horloges synchronisées. À cette occasion, il définit la synchronisation comme le fait que le temps mis par la lumière pour aller d'une horloge A à une horloge B doit être égal au temps que met la lumière pour revenir de B à A. Cela signifie que B indique la même heure que A à l'arrivée de la lumière et que la distance séparant les horloges A et B est restée inchangée pendant toute la durée de l'opération. Le paragraphe 2, sur la relativité des longueurs et des temps, examine la façon de mesurer une tige rigide depuis son propre référentiel, que celui-ci soit vu en mouvement ou non par rapport à d'autres référentiels. C'est le cas à Einstein écrit. L'observateur pourvu de la règle à mesurer se déplace avec la tige à mesurer et mesure sa longueur en superposant la règle sur la tige, comme si l'observateur, la règle à mesurer et la tige sont au repos. C'est le cas du jumeau qui voyage, il mesure des longueurs qui restent inchangées. Pas de contraction ni de dilatation, et de même pour le temps. Einstein examine alors le cas B, où l'observateur est dans un référentiel et la tige dans un autre référentiel en mouvement par rapport à celui de l'observateur. L'observateur détermine à quel point du système stationnaire se trouvent les extrémités de la tige à mesurer au temps t, se servant des horloges placées dans le système stationnaire, les horloges étant synchronisées comme décrit au 1. La distance entre ces deux points, mesurée par la même règle à mesurer quand elle était au repos,
est aussi une longueur, que nous appelons la longueur de la tige. Vue du référentiel de l'observateur réputé immobile par convention, on observe la lumière qui va de A à B. Il se trouve que l'horloge en B vue depuis le référentiel par convention immobile de l'observateur, s'éloigne à la vitesse v vitesse de son référentiel en mouvement par rapport à celui de l'observateur. Cela retarde son arrivée en B comme si sa vitesse v de la lumière avait été diminuée de la vitesse v du référentiel en mouvement. Au retour en A c'est l'inverse, A se rapproche à la vitesse v et la lumière y arrive plus vite avec une vitesse vue pas l'observateur de v plus v. Il n'y a pas d'ambiguïté, Einstein distingue ce que l'on observe dans son propre référentiel qui reste inchangé quelle que soit la vitesse des autres référentiels. Depuis un autre référentiel en mouvement par rapport à celui où se trouvent la tige et les horloges, on observe une désynchronisation des horloges et un changement des longueurs dans le sens du mouvement. Dans le paragraphe suivant, Albert Einstein établit les transformations à appliquer pour passer des coordonnées du référentiel en mouvement à celles du référentiel de l'observateur immobile par convention. Il utilise un point X du référentiel en mouvement à la vitesse v par rapport au référentiel immobile. X qui se déplace à la vitesse -v dans ce référentiel. Le point X est immobile dans le référentiel de l'observateur, on peut donc lui associer une horloge. Nous ne détaillerons pas plus ce passage. Einstein aboutit aux mêmes formules que les transformations d'Hendrik-Lorentz finalisées par Henri Poincaré. Il n'y a pas plagiat puisque les transformations de Lorentz résultent de la contraction des bras de l'interféromètre de Michelson et Morley. Alors qu'Einstein raisonne à partir de la constante universelle de la vitesse de la lumière. L'expérience de Michelson et Morley était vouée à l'échec du fait qu'ils recherchaient un éther immobile par rapport au système solaire et aux étoiles fixes. Avec la découverte des galaxies vers 1920, il est devenu évident que les étoiles n'étaient pas fixes et qu'un tel référentiel était inadapté. Notre propos n'est pas de remettre en cause la relativité restreinte. Et encore moins la relativité générale. Albert Einstein reste notre référence. Y compris dans le rétablissement de l'éther avec l'article qu'il publie en 1921 intitulé « L'éther et la théorie de la relativité ». Dans cet article, il adopte le nouvel éther d'Hendrix-Lorentz dépouillé de toutes ses caractéristiques physiques sauf de son immobilité. Immobilité qu'il réfute pour rendre l'éther compatible avec la théorie de la relativité, mais malheureusement il ne peut lui attribuer un état de mouvement particulier et il décrète que ce mouvement est indéterminé. Nous notons que pour que la vitesse de la lumière soit la même constante dans tous les repères, il faut que l'éther dans lequel elle se déplace soit immobile dans tous les repères quel que soit leur mouvement. Nous avons une hypothèse qui résout ce problème apparemment sans issue. Une hypothèse très simple déduite de l'idée, merveilleuse, d'Einstein en 1907 quand il réalisa que la chute libre dans un champ gravitationnel est équivalente à un référentiel inertiel. La simplicité de cette hypothèse est telle qu'il suffit de 2 phrases pour l'exposer. L'éther est de la matière-énergie et à ce titre elle est en chute libre dans tous les champs gravitationnels. De ce fait, l'éther est immobile avec tous les corps en chute libre. Nous en parlons plus en détail dans notre publication de 2022, The Ether of Albert Einstein, aux éditions BOD. Vous y trouverez des expériences à réaliser pour vérifier cette hypothèse. Merci de votre attention. Nota, nous cherchons des supporters et des sponsors pour nous aider à faire progresser cette hypothèse. Imaginez votre notoriété si vous nous rejoignez et que nous tous réussissions à convaincre